Ma sœur a souri, a pris la main de mon mari et a dit « Je suis enceinte ». Il s'attendait à ce que je m'effondre. Mais je me suis contenté de sourire. Et j'ai posé sur la table la seule chose qui les a laissés sans rien. Ma sœur s'est levée au milieu du dîner, a souri et a annoncé qu'elle était enceinte. Puis elle a tendu la main par-dessus la table, a pris celle de mon mari et a dit qu'il était le père. Mais au lieu de me briser, leur trahison a allumé une mèche qu'ils n'ont jamais vue venir. Car ce qu'ils pensaient être le début de leur nouvelle vie était en réalité le commencement de leur chute et de ma liberté. Aimez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Je me souviens encore de ce jeudi soir de mars comme si c'était tatoué à l'intérieur de mes paupières. L'air à Austin était vif, portant le parfum subtil des lauriers de montagne en fleurs, et j'étais moi-même sur un petit nuage. Ce matin-là, mon patron m'avait convoqué dans son bureau et m'avait annoncé ce pourquoi j'avais travaillé pendant 4 longues années, j'étais promu de chef de projet à directrice commerciale. Le titre sonnait comme une douce mélodie. L'augmentation, 40%, était presque surréaliste. Toutes les nuits passées tard au bureau, tous les week-ends à peaufiner des présentations, toute la patience que j'avais ravalée lorsque d'autres avaient été promus avant moi, tout cela avait enfin payé. Quand j'ai quitté le travail, mes joues me faisaient mal à force de sourire. J'ai d'abord appelé David. La voix de mon mari était ensommeillée, comme s'il venait de se réveiller d'une sieste, mais il a ri quand je lui ai annoncé la nouvelle. « C'est incroyable, Marie », a-t-il dit. « Il faut qu'on fête ça. » Je pouvais entendre un cliquetis de vaisselle en arrière-plan et il semblait distrait, mais je n'y ai pas prêté attention. Je voulais partager ma joie. J'ai ensuite appelé ma sœur cadette, Béatrice. Elle a poussé un cri aigu qui ne lui ressemblait presque pas. « Marie, oh mon Dieu, c'est énorme. Il faut qu'on porte un toast à ça. » J'ai suggéré Terzo, notre restaurant italien préféré du centre-ville. Terzo n'était pas le genre d'endroit où l'on allait dîner sur un coup de tête. C'était un lieu élégant, éclairé à la bougie, avec des murs tapissés de bouteilles de vin coûteuses et des serveurs qui savaient se montrer présents juste ce qu'il fallait. Les repas y coûtaient plus que ce que certaines personnes gagnaient en une journée, mais maintenant, je pouvais me le permettre, et il me semblait juste de célébrer cette étape importante avec style, en compagnie des 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. Je suis arrivé en avance, voulant m'imprégner de l'atmosphère. J'avais choisi une robe bleu marine, celle dont David disait toujours qu'elle me donnait l'air d'avoir ma place à la fois dans une salle de conseil et dans un magazine. L'ourlet tombait juste en dessous de mes genoux, le décolleté était de bon goût mais affirmé, et je l'avais assorti de talons qui claquaient contre le sol en marbre de Terzo alors que l'hôtesse me conduisait à une table dans un coin que j'avais demandé à un endroit plus intime, loin du brouhaha des cadres et des couples. Je voulais que cette soirée soit à nous, à la famille, à l'avenir. Le restaurant bourdonnait doucement de rire et du tintement des fourchettes contre la porcelaine. Un quatuor à cordes jouait en arrière-plan, leur musique s'insinuant sans effort dans la lumière chaude et dorée. Un instant, je me suis adossé à la chaise en cuir et je me suis laissé imprégner de tout cela. C'était ma vie. À 29 ans, j'étais propriétaire de mon propre appartement, j'avais bâti une carrière à partir de rien, et j'étais entouré, du moins le croyais-je, d'amour. Mes parents m'avaient élevé dans la croyance au travail acharné et à la responsabilité, dans l'idée que si l'on se fixait un objectif et que l'on se sacrifiait pour l'atteindre, on pouvait y parvenir. Ils étaient tous 2 fonctionnaires, mon père comptable, ma mère enseignante, et bien que nous n'ayons jamais vécu dans l'extravagance en grandissant à San Antonio, nous n'avons jamais manqué de rien. Ils m'ont appris la résilience, et j'avais porté cette leçon jusqu'à cette table, jusqu'à ce moment. Quand j'ai vu David et Béatrice entrer ensemble, j'ai levé la main pour leur faire signe. Quelque chose dans leur arrivée m'a fait marquer une pause. Les épaules de David semblaient tendues, ses yeux balayant la pièce comme si le coup de l'endroit le mettait mal à l'aise. Béatrice, en revanche, était radieuse, son sourire plus éclatant que je ne l'avais vu depuis des années. Elle était habillée avec élégance, un peu trop pour son style habituel. J'ai chassé cette pensée et je me suis levé pour les serrer dans mes bras. Félicitations pour la promotion, Marie, a dit Béatrice, son étreinte un peu trop forte, un peu trop longue. Elle n'était habituellement pas du genre affectueux, du moins pas avec moi. Pourtant, j'ai souri, car peut-être que ce soir était le début d'un nouveau chapitre pour nous tous. Nous avons commandé une bouteille de Chianti, $200 sans sourciller, et lorsque le serveur a versé le vin, je me suis lancé dans le récit de ma journée. Je leur ai parlé des nouveaux projets que j'allais diriger, des opportunités internationales qui pourraient se présenter, de l'augmentation de salaire.
Je ne pouvais pas m'arrêter, les mots se bousculaient, portés par un flot d'excitation, de fierté, de soulagement. Pour une fois, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Mais pendant que je parlais, j'ai remarqué quelque chose. Béatrice se penchait trop en avant, écoutait avec l'intensité de quelqu'un qui regarde un film dont il connaît déjà la fin. David tripotait sa serviette, la pliant et la dépliant. Une tension commençait à poindre aux confins de ma joie, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Puis, alors que je décrivais le potentiel d'expansion en Europe, Béatrice a levé la main. En fait, a-t-elle dit, sa voix couvrant la mienne, nous avons aussi une nouvelle à annoncer. Je l'ai regardée, interloqué. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Elle a tendu la main par-dessus la table et a pris celle de David. Mon estomac s'est noué, bien que je ne sache pas encore pourquoi. Son sourire s'est élargi. Je suis enceinte. Le bourdonnement du restaurant a semblé s'évanouir dans le silence. Mes oreilles bourdonnaient, mon regard fixé sur leurs doigts entrelacés. Et le père? A-t-elle ajouté, presque fièrement, c'est David. Le sol a semblé basculer sous mes pieds. Mon mari. Ma sœur. Enceinte. Et d'un coup, ma soirée parfaite, la célébration de tout ce pourquoi j'avais travaillé, a volé en éclats avec la force d'une bombe. Mes poumons ont oublié comment fonctionner. Le brouhaha de Terzo s'est réduit à un sifflement lointain, comme si j'étais sous l'eau, regardant des bulles monter et éclater sans un son. De l'autre côté de la table, les doigts de ma sœur se sont resserrés sur ceux de mon mari. Leur visage arborait la même expression avide et fragile que j'ai vue chez les gens qui attendent un feu d'artifice, une anticipation mêlée au désir d'être ébloui. J'ai compris alors. Ils s'attendaient à une scène. Un verre brisé, une crise de nerfs en public pour prouver leur bon droit. Au lieu de cela, ma voix est sortie, égale. Depuis quand? David a dégluti. Il a tenté de lisser la serviette qu'il avait chiffonnée. Quelques mois. Quelques, c'est combien? Béatrice a humecté ses lèvres. 3. Elle a frotté son ventre comme si ce geste pouvait adoucir le calcul. Depuis décembre. Décembre. Le mois de mon anniversaire. Je les avais emmenés tous les deux dîner dans un steakhouse près de South Congress, j'avais laissé un gros pourboire, j'avais ri facilement. Le souvenir est remonté et m'a frappé en plein ventre. Je me suis redressé sur ma chaise. Et vous avez décidé de me le dire devant un maître d'hôtel, un violoniste et une bouteille de Chianti à $200? Marie, a-t-elle dit, le surnom mielleux est faux. Il n'y a pas de moment parfait pour les mauvaises nouvelles. Il y en a plein de mauvais. Ils ont tressailli. Je fixais leurs mains. La marque de bronzage là où se trouvait l'alliance de David, le vernis argenté s'écaillant au bord de son pouce à elle. Où, ai-je demandé. Où est-ce que ça a commencé? Chez moi, a-t-elle dit rapidement, me défiant du regard. D'abord, j'étais à Austin pour un client. On a mangé des tacos après. Tu devais travailler tard. Travailler tard. L'accusation en 2 mots. Je travaillais tard parce que c'est ce que font les candidats à une promotion. Je travaillais tard parce que les factures ne se paient pas toutes seules et que les rêves ne se matérialisent pas par magie. Je travaillais tard parce que je croyais que rentrer à la maison auprès de David signifiait rentrer auprès d'une équipe, pas d'un vide. Un engourdissement s'est installé en moi, froid, net, efficace. J'ai pris mon verre pour gagner une seconde. Est-ce que nos parents sont au courant? Ses yeux ont glissé vers David, puis sont revenus vers moi. Pas encore. On s'est dit qu'on présenterait un front uni. Vous voulez dire, me choquer d'abord, ai-je dit, et j'ai vu un éclair de soulagement sur le visage de David. Le soulagement d'un homme qui pense que l'explosion a été désamorcée parce que le minuteur continue de tourner. Il s'est éclairci la gorge. Ce n'était pas prévu, a-t-il dit. On ne voulait pas que ça arrive. On est tombés amoureux. Un rire a failli m'échapper. Je l'ai retenu entre mes dents. Vous êtes tombés amoureux, ai-je répété, en gardant ma voix assez basse pour que seule notre table puisse entendre. Entre les bougies de mon anniversaire et la saison des impôts. Il a de nouveau tressailli. Ne rends pas les choses sordides, Marie. J'ai cligné lentement des yeux. Flashback, 7e année, une foire scientifique à San Antonio. J'avais construit un modèle fonctionnel d'éolienne avec du PVC et un moyeu de vélo récupéré. Mon ruban était bleu.
Béatrice se tenait à côté de moi, les bras croisés sur son poster sur les animaux en voie de disparition, avec des images découpées dans un magazine. Tu as toujours de la chance, avait-elle dit, le menton haut. Les gens t'aiment bien, c'est tout. Plus tard, à la maison, maman m'avait dit de partager l'argent de mon prix avec ma sœur. C'est bien d'être généreuse. Je l'ai fait. Je l'ai toujours fait. Au lycée, j'étais au tableau d'honneur sans verser une larme. Elle grinçait des dents sur l'algèbre et accusait le professeur. À l'université, j'ai eu une bourse d'études complète pour Austin. Elle a appelé ça « la chance des filles de riches », même alors que je prenais des services à la bibliothèque pour payer mes livres. Quand j'ai eu mon premier vrai travail, elle m'a demandé combien je gagnais. Quand j'ai acheté ma première voiture, elle a demandé le prix. Quand j'ai emménagé dans mon appartement, elle a demandé le taux du prêt immobilier et la valeur nette, comme si elle étudiait pour un examen qu'elle n'avait jamais eu l'intention de passer. Fin du flashback. De retour dans la lumière dorée de Terzo. J'ai posé mon verre. Donc, 3 mois après mon anniversaire, pendant que je préparais ma promotion. Elle a cligné des yeux avec force mais a gardé son sourire. On voulait être honnête, maintenant qu'on est. Ses yeux ont filé vers David, sérieux. Et vous avez choisi ce soir parce que... On voulait partager ton bonheur, a-t-elle dit. Et cette fois, le rire m'a échappé, petit, sec. Le film de mes souvenirs a sauté jusqu'à David. Le soir où nous nous sommes rencontrés lors d'un événement professionnel. Comment il m'avait regardé comme si j'étais un havre de paix dans une pièce pleine de requins. Il aimait les choses simples, le football le dimanche, le brisket d'un endroit qui ne prenait pas la carte, la musique forte et sans complication. Il fronçait le nez devant les feuilles de calcul, décrochait quand je parlais d'options et de plans d'investissement. Tu te prends trop la tête avec l'argent ? Disait-il en souriant, les mains sur ma taille dans notre cuisine. Profite, c'est tout. Et j'essayais de traduire mon ambition en joie, de ne pas l'entraîner dans ma tempête de stratégie. Il me préférait quand je n'étais pas en train de planifier 10 coups à l'avance. Maintenant, il poussait les mots sur la table comme des pièces de monnaie. On sait que c'est difficile, mais le bébé. Il s'appuyait dessus comme sur une béquille. On devrait tous essayer d'être corrects. Correct. Le mot flottait entre nous comme un défi. La correction est-elle entrée en jeu quand vous avez commencé à vous voir, ou seulement maintenant que vous êtes ici, à vous tenir la main et à commander mon vin? Sa mâchoire s'est crispée. On ne voulait pas te faire de mal. Mais vous vouliez bien me le dire ici. Silence. Le quatuor a entamé quelque chose de délicat et de triste. Le serveur planait avec la retenue d'un homme qui sait quand une table est en feu. J'ai soulevé mon menu et j'ai laissé mes yeux parcourir la liste que j'avais mémorisée des années auparavant, osso bucco, escalope de veau, risotto à la truffe. Des extravagances que je m'autorisais parce que je les avais méritées, une nuit blanche à la fois. Ce soir, tout cela avait un goût de métal. Tu en es à combien, ai-je demandé. 3 mois, a-t-elle répété, la main sur le ventre, plantant un drapeau. Et vous comptez faire quoi? Emménager ensemble? Vous marier? J'ai gardé un ton neutre, comme si j'interviewais un fournisseur que je n'avais aucune intention d'engager. On est en train de voir, a-t-elle dit. On pensait que tu serais heureuse pour nous, à terme. La cruauté de cette phrase m'a frappé plus durement que l'aveu. Ils voulaient ma bénédiction comme preuve qu'ils étaient de bonnes personnes. Ils voulaient mon effondrement comme preuve que j'étais le problème. C'était le même vieux scénario, juste avec un meilleur éclairage. Ma poitrine était à la fois vide et trop pleine, comme si on m'avait vidé pour me remplir de gravier. J'ai sorti mon portefeuille de mon sac à main et j'ai posé 2 billets de 50 sur le lin. Je me suis levé. Ma chaise a glissé en arrière dans un murmure. Profitez bien du reste de votre repas, ai-je dit en ajustant ma robe comme si c'était une armure. Vous avez déjà eu le mien. La bouche de David s'est ouverte. Marie, attends. J'ai fini d'attendre. Je me suis tourné vers la sortie. La pièce était un tunnel d'or, de verre et de murmures. À la porte, un miroir m'a surprise, cheveux nets, rouge à lèvres impeccable, regard fixe. Et juste derrière mon reflet, 2 silhouettes à une table dans un coin. Ma sœur et mon mari. Leurs têtes penchées l'une vers l'autre. Leur sourire était petit, intime, triomphant. Victorieux. Pour le moment. L'appartement était exactement comme je l'avais laissé ce matin,
mais il ne me semblait plus être le mien. Les chaussures de David étaient près de la porte, éraflées par les week-ends passés chez le concessionnaire. Sa tasse des cow-boys attendait sur le comptoir de la cuisine, celle qu'il utilisait chaque matin pour le café que je préparais habituellement. Dans la chambre, ses chemises étaient suspendues à côté des miennes, leur odeur familière flottant dans l'air. La vie que je pensais que nous partagions était encore intacte dans le tissu, la porcelaine et le cuir, mais pour moi, ce n'était déjà plus que des décombres. J'ai laissé tomber mon sac à main sur le comptoir et j'ai enlevé mes talons. Leur claquement sur le carrelage était plus fort qu'il n'aurait dû. Mon corps vibrait, ma poitrine était serrée, mais mon visage semblait gelé. Je voulais pleurer, crier, jeter chacune de ces affaires dans des sacs poubelles, mais je suis resté debout dans le salon, comme un fantôme qui n'avait pas sa place ici. Les lumières de la ville se déversaient par la fenêtre, projetant des ombres sur le canapé beige où David et moi avions l'habitude de nous blottir pour des films le vendredi soir. Le même canapé où il m'avait embrassé et m'avait dit que j'étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Mon téléphone a vibré. 3 messages successifs. De Béatrice: Marie, s'il te plaît, appelle-moi. Je sais que c'était un choc, mais on peut régler ça entre adultes. De David: je suis chez B ce soir. On parlera demain. De maman: Marina, ma chérie, je sais que tu es blessée, mais ne réagis pas de manière excessive. David a toujours été un homme bon, et ta sœur, eh bien, ces choses arrivent. On ne peut pas laisser ça déchirer la famille. C'est alors que j'ai ri, d'un rire sec et amer qui m'a surprise. Réagir de manière excessive, ai-je marmonné dans la pièce vide. Mon mari venait d'avouer qu'il me quittait pour ma sœur, qui portait son enfant, et le souci de ma mère était l'unité familiale. J'ai commencé à faire les 100 pas dans l'appartement, soudainement trop petit. Chaque pas m'emmenait de la porte d'entrée au balcon et vice-versa. Mes pensées tourbillonnaient si vite que je ne pouvais les retenir. Je ressentais un chagrin brut et aigu qui me tordait les entrailles. Je ressentais une rage chaude et immédiate qui me faisait serrer les poings jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. Mais par-dessus tout, je ressentais une fatigue profonde, une fatigue qui pesait sur mon âme. Des années d'efforts, des années de générosité envers ma sœur, des années de loyauté envers David, rien de tout cela ne m'avait protégé de ça. À un moment de la nuit, je me suis effondré sur le canapé, toujours dans ma robe, mon maquillage maculé par les larmes qui ont finalement coulé. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là, à fixer les ombres au plafond, mais vers minuit, le bruit de clé dans la serrure m'a fait sursauter. La porte s'est ouverte et David est entré, portant un sac de sport vide. Son visage était las, comme s'il se préparait à une explosion. « Marie » a-t-il dit doucement. « J'ai besoin de prendre quelques vêtements. » Je n'ai pas bougé. « Vas-y. » Il est resté là, à m'observer, puis a posé le sac par terre. « Ce n'était pas prévu » a-t-il dit en commençant à sortir des chemises du placard. « C'est juste arrivé. » Comme la pluie, ai-je dit, ma voix plate. Comme le trafic. Ses épaules se sont tendues. Bi traversait une période difficile. Elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. De fil en aiguille. Ne fais pas ça, les jeux coupés. Ne réduis pas 4 mois de trahison à un simple de fil en aiguille. Il a laissé tomber une paire de jeans dans le sac. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu l'as fait. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, en le regardant. Chaque soir où je restais tard au travail, à courir après un avenir pour nous, tu construisais une nouvelle vie avec elle. Il a grincé des dents. Marie, ce n'est pas comme ça. Tu étais toujours si occupée, si concentrée. B, elle me comprenait. Les mots m'ont frappé comme une gifle, mais j'ai ravalé ma salive. Elle te comprenait, ou elle était plus facile à impressionner parce qu'elle n'en demandait jamais plus. Il a fermé le sac à moitié, puis s'est arrêté. Écoute, je ne veux pas que ça devienne moche. On peut régler les choses équitablement, civilement. Pas besoin d'avocat. J'ai ri de nouveau, un rire bas et sec. Équitablement? Après ce que vous avez fait? J'ai contribué aussi, a-t-il dit rapidement, sur la défensive. Les courses, l'essence, j'ai aidé. Mes bras se sont resserrés sur ma poitrine. Les courses et l'essence n'achètent pas d'appartement, David. Son visage a rougi, mais il n'a rien dit. Il a fermé le sac et l'a jeté sur son épaule. Un instant, il m'a regardé comme s'il cherchait la femme qu'il avait connue autrefois,
celle qui avait ri avec lui lors de voyages en voiture et avait trouvé des excuses à son manque d'ambition. Mais cette femme était partie, remplacée par quelqu'un de plus froid, de plus tranchant et d'infiniment plus fatigué. Il a hésité à la porte. Je reviendrai ce week-end pour le reste. Je n'ai pas répondu. Quand la porte s'est refermée derrière lui, le silence était plus lourd qu'avant. Je suis resté là longtemps, à fixer l'endroit où il s'était tenu, jusqu'à ce que mes jambes me portent jusqu'au bureau où je gardais mes dossiers. Mes mains tremblaient en ouvrant les tiroirs et en fouillant dans les classeurs, bien que je ne sache pas exactement ce que je cherchais. Finalement, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de la seule personne à qui je faisais confiance, tant pour mon cœur que pour mon avenir. Elena a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix pâteuse de sommeil mais instantanément alerte quand elle a entendu la mienne. « Elena, c'est moi », ai-je dit, la gorge serrée. « David me quitte pour ma sœur. » Elle est restée silencieuse un instant, puis « Oh, Marina, je suis tellement désolé. » J'ai dégluti, forçant les mots à sortir. J'ai besoin que ce soit fini. J'ai besoin que ce soit net. Je ne peux pas, ma voix s'est brisée, je ne peux pas les laisser me prendre quoi que ce soit. Son ton a changé, devenant vif, professionnel. D'accord. Premièrement, on va mettre de l'ordre dans tes documents. As-tu toujours tes papiers de mariage, contrat de mariage, licence, relevé financier? Je me suis figé, ces mots perçant le brouillard comme une fusée éclairante. Document. Quelque chose au fond de mon esprit s'est agité, un vieux souvenir que je n'avais pas touché depuis des années. Les as-tu toujours, a-t-elle insisté doucement. Mon souffle s'est coupé. Oui, ai-je murmuré. Oui, je crois que oui. Et pour la première fois depuis ce dîner à Terzo, j'ai ressenti une lueur de quelque chose d'autre que du chagrin ou de la rage. Ce n'était pas encore de l'espoir, mais ça s'en approchait. L'appartement était sombre, à l'exception de la lueur de ma lampe de bureau. J'avais sorti des dossiers de chaque tiroir, des papiers étalés sur le bureau comme une tempête de ma propre vie, relevés bancaires, déclaration de revenus, l'acte de propriété de mon appartement. Mes doigts tremblaient en les passant en revue, à la recherche de quelque chose dont je n'étais même pas sûr de l'existence. Puis, au fond d'un classeur vert intitulé « Mariage », je l'ai trouvé. Une enveloppe scellée, le coin jauni par le temps, le cachet du greffier du comté de Trévis encore visible. Contrat prénuptial. Ces mots m'ont complètement réveillé. Je me suis assise brusquement, la chaise grinçant sous mon poids. J'avais presque oublié. 4 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais signé ce document, 4 ans à penser que ce n'était qu'une formalité sans importance. J'avais été amoureuse, imprudente dans ma confiance, mais j'avais écouté mon avocate à l'époque, n'est-ce pas? Patricia Williams, 50 ans, le regard perçant, ne souriant jamais, sauf si cela en valait la peine. Ces mots résonnaient maintenant, dépoussiérés d'un souvenir que je n'avais pas revisité. Vous êtes jeune, Marina, vous réussissez et vous acquérez rapidement des biens. Un contrat de mariage n'est pas une question d'amour, c'est une protection. Il garantit que ce qui est à vous reste à vous. J'ai déchiré l'enveloppe et j'ai déplié les pages, mon cœur battant la chamade. Le jargon juridique s'est brouillé un instant, puis s'est précisé alors que je me forçais à me concentrer. Séparation complète des biens. Chaque époux conserve la propriété individuelle de tous les biens possédés avant le mariage et de tous les biens acquis pendant le mariage. L'appartement était à moi. Les investissements étaient à moi. Chaque action achetée, chaque chèque de paie, chaque heure tardive que j'avais consacrée à ma carrière, tout était à moi. Mon esprit est revenu à ce jour, 2 semaines avant notre mariage. C'était un samedi matin d'avril, le soleil inondait ma vieille Honda Civic alors que je conduisais David au bureau de Patricia. Il avait grogné tout le trajet. On est vraiment obligé de faire ça, avait-il dit, affalé sur le siège passager, des lunettes de soleil cachant ses yeux. Ça manque de romantisme. C'est juste une précaution, lui avais-je dit. Tu sais à quel point j'ai travaillé dur pour l'appartement. Patricia dit que c'est intelligent. Il avait ri de ce rire facile et insouciant que je trouvais autrefois charmant. Les contrats de mariage, c'est pour les célébrités, Marie. Des bêtises de riches. Tu penses que Beyoncé a fait signer Gigi? On n'est pas eux, on est des gens normaux. J'avais serré le volant plus fort. Il ne s'agit pas d'être riche, il s'agit d'être juste. Tu gardes ce qui est à toi, je garde ce qui est à moi. Si jamais quelque chose arrive. Rien ne va arriver,
m'avait-il interrompu en se penchant pour me serrer la main. C'est pour toujours, tu te souviens. Mais il a signé. Il a parcouru les pages comme si c'était un menu de restaurant, sans prendre la peine de lire les clauses. Patricia a tout expliqué soigneusement. Elle a passé en revue chaque ligne, parlant lentement comme à un étudiant qui n'aurait pas fait ses devoirs. Séparation complète, a-t-elle dit. Pas de responsabilité partagée pour les dettes. Pas de revendication sur les biens de l'autre. Pas de pension alimentaire en cas de divorce. David avait hoché la tête distraitement, en bâillant. Ouais, bien sûr. Il avait griffonné sa signature au bas de chaque page avec l'air ennuyé d'un homme payant une facture d'électricité. Patricia m'avait regardé par-dessus ses lunettes. Il comprend? Oui, avais-je dit trop vite. Je voulais le croire. Je voulais croire qu'il m'aimait assez pour que cela n'ait pas d'importance. Maintenant, des années plus tard, ses signatures brillaient comme des néons sur la page. L'indifférence désinvolte de David, son manque d'attention, venait de le priver de chaque bien qu'il pensait pouvoir partager. J'ai feuilleté le document, mon pouce accélérant à chaque ligne. Renonciation à la pension alimentaire, inattaquable. Séparation des dettes, inattaquable. Propriété intellectuelle, héritage, investissement, inattaquable. J'ai ri à voix haute, un son brut et surprenant dans l'appartement silencieux. Il y a 4 jours, je me sentais la version la plus faible de moi-même, trahi, humilié, brisé. Ce soir, en lisant les clauses méticuleuses de Patricia, j'ai ressenti la première véritable étincelle de pouvoir. David et Béatrice pensaient m'avoir acculé. Ils pensaient que ma carrière, ma maison, mon argent, tout cela serait en jeu une fois le divorce entamé. Ma sœur s'était probablement imaginé vivre dans mon appartement, élever son bébé à mes frais, protégée par tout ce que j'avais construit. L'ironie était presque délicieuse. Elle l'avait choisi comme son ticket pour une vie plus facile, croyant qu'elle s'était enfin échappée de mon ombre. Et David, pauvre stupide David, avait cru qu'il était tombé sur le confort sans l'avoir mérité. Mais ils avaient tort. Je me suis adossé à ma chaise, le contrat de mariage étalé devant moi comme une armure. Pour la première fois depuis des jours, ma poitrine était plus légère. Ils avaient essayé de me dépouiller de tout, mon mariage, ma famille, ma dignité. Mais la seule chose qu'ils ne pouvaient pas toucher, c'étaient les fondations que je m'étais bâties. Ce n'était plus une question de survie. Il ne s'agissait plus de signer tranquillement des papiers et de disparaître. Ils avaient choisi de m'humilier en public, d'annoncer leur trahison au milieu d'une célébration qui était censée être la mienne. J'aurais pu partir tranquillement, mais la pensée de leur visage suffisant, de leur petit sourire de victoire dans le miroir alors que je quittais Terzo, me brûlait comme du carburant. Non. Ils devaient connaître la vérité. Pas en chuchotant, pas par l'intermédiaire d'avocats, mais face à face. Ils devaient me voir, debout et intact, pendant que leurs fantasmes s'effondraient entre leurs mains. J'ai rassemblé les papiers, je les ai remis dans l'enveloppe et je les placés soigneusement dans le coffre-fort. Puis je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux, respirant profondément. Pendant des jours, j'avais suffoqué, noyé dans la trahison. Ce soir, je sentais à nouveau l'oxygène. Quand j'ai rouvert les yeux, les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur de ma fenêtre. Mon reflet dans la vitre était différent. Plus fort. Plus tranchant. La victime en moi avait disparu. Demain, ai-je pensé. Demain, je commence. Et dans ce moment de calme, j'ai pris la décision qui allait tout changer. Je n'allais pas seulement survivre à leur trahison. Je les affronterais, publiquement, directement. Et je regarderais leur triomphe se transformer en poussière. 3 semaines se sont écoulées au ralenti, chaque jour rempli de silence et de faux-semblants. David est passé 2 autres fois pour récupérer le reste de ses affaires, toujours avec Béatrice à ses côtés, comme si elle était son garde du corps. Ils se déplaçaient dans mon appartement comme des touristes, chuchotant entre eux pendant que je restais là, les bras croisés, à les observer. Leur suffisance était presque insupportable. La façon dont ils évitaient mon regard, la façon dont la main d'elle caressait son ventre par petits gestes délibérés, comme pour me rappeler sa victoire. Ma mère appelait presque tous les jours. Marina, tu ne peux pas laisser l'amertume te dévorer. David a fait une erreur, B est jeune, et maintenant il y a un bébé à prendre en compte. Maman, la coupais-je, ma voix glaciale. Ce n'est pas une erreur, c'est une trahison.
Et ce n'est pas mon travail de penser à leur bébé. Ces soupirs remplissaient la ligne, lourds et déçus. Une famille devrait rester unie, quoi qu'il arrive. Je raccrochais avant de dire quelque chose qui réduirait en cendres la relation entre nous. Mon père n'a jamais appelé. Il est resté silencieux, comme s'il observait depuis les coulisses, ne voulant pas prendre parti mais pas assez naïf pour penser qu'il n'y en avait pas un à prendre. Je pouvais l'imaginer dans son fauteuil à San Antonio, le journal plié sur ses genoux, les yeux fuyants quand maman abordait le sujet. Pendant ce temps, j'ai gardé mon masque fermement en place. Au travail, j'étais la directrice nouvellement promue, souriant aux réunions, concluant des affaires, serrant des mains. La nuit, je ne répétais pas des répliques, mais ma contenance. Je me tenais devant le miroir de ma salle de bain et je m'entraînais à arborer l'expression calme et mesurée que je voulais porter, le regard qui disait « Vous ne m'avez pas brisé ». Quand le moment m'a semblé opportun, j'ai appelé Béatrice. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, son ton faussement joyeux. « Marie. Je suis si contente que tu appelles. » On s'est tous inquiétés. J'ai gardé ma voix égale. J'ai réfléchi à tout ça. Un silence a vibré à l'autre bout du fil, puis elle s'est empressée d'ajouter « Vraiment ? C'est bien. David avait si peur que tu fasses traîner les choses, que tu rendes ça compliqué. Je ne veux pas de complications, ai-je dit doucement. Nous sommes des adultes. Nous pouvons régler ça comme des adultes. Sans rancune. Son soulagement était palpable. Oh, Marie, c'est tout ce qu'on voulait. Peut-être qu'on pourrait se voir ? Juste pour en parler, décider des prochaines étapes. Civilement. Bien sûr, ai-je dit. Pourquoi ne pas se retrouver à Terzo, samedi soir ? Au même endroit qu'avant. Pour boucler la boucle. Je pouvais presque entendre le sourire dans sa voix. Parfait. David sera ravi. Merci, Marie. Vraiment, merci. Quand j'ai raccroché, le sourire que je me suis autorisé était petit, mais acéré. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparation. Je ne voulais rien laisser au hasard. J'ai fait photocopier le contrat de mariage, je l'ai scanné et envoyé par email à Elena, qui a répondu par un bref « inattaquable ». Ils n'ont aucune chance. J'ai remis les papiers originaux dans leur enveloppe et je les glissais dans mon sac à main, répétant dans ma tête le moment où je la poserais sur la table. Samedi soir, je me suis habillé lentement, délibérément. J'ai choisi une robe fourreau noire, élégante, sobre, autoritaire. Pas la robe bleue que David avait autrefois aimée, pas les couleurs vives que ma sœur affectionnait. Le noir était pour le contrôle, pour la finalité. J'ai lissé mes cheveux en un chignon impeccable, j'ai appliqué un rouge à lèvres de la couleur du sang frais et j'ai étudié mon reflet. Mon visage était calme, posé, impénétrable. Parfait. Le trajet vers le centre-ville était silencieux, la ville bourdonnant autour de moi, les néons clignotant dans la douce nuit de printemps. Je me suis garé au service de voiturier de Terzo, j'ai remis mes clés et j'ai franchi les portes du restaurant La Tête Haute. L'hôtesse m'a reconnu instantanément, son sourire poli a vacillé une fraction de seconde, puis elle s'est reprise. « Bonsoir, mademoiselle Silva. Ce sera la même table ? » « Oui, ai-je dit, ma voix stable. »« La même. » Elle m'a guidé à travers la lueur dorée de la salle à manger, passant devant les verres qui s'entrechoquaient et les conversations murmurées, jusqu'à la table isolée dans le coin. Les mêmes chaises en cuir, la même lueur de bougies vacillant sur le bois poli. Je me suis glissé sur mon siège, lissant la jupe de ma robe, et j'ai posé mon sac à main à côté de moi. L'enveloppe à l'intérieur pressée contre le cuir comme un battement de cœur. Le restaurant autour de moi pulsait de chaleur et de bavardage, mais je me sentais à part, une silhouette attendant dans les coulisses avant que le rideau ne se lève. Mes paumes reposaient à plat sur la table, ma respiration était mesurée. D'un moment à l'autre, ils entreraient. David avec cette énergie agitée et changeante, Béatrice rayonnant de la fausse confiance de quelqu'un qui pensait avoir gagné. Il me verrait assise là, calme, belle, posée, et il prendrait cela pour une reddition. Qu'il le pense. Car ce soir, ce n'était pas eux qui tenaient le scénario. La bougie a vacillé, projetant des ombres sur mon visage, et je me suis autorisé un petit sourire, aussi tranchant que du verre. Dans mon sac, l'enveloppe attendait. Et moi aussi. Ils sont arrivés avec 10 minutes de retard, comme je le savais. Assez de temps pour faire une entrée, pour me laisser mijoter. Le bras de David était enroulé autour des épaules de Béatrice,
et elle se penchait contre lui comme un trophée qu'il venait de remporter. Sa robe était rose pâle, cintrée à la taille pour mettre en valeur son ventre petit mais visible. Elle rayonnait de cette lueur suffisante de quelqu'un qui croyait que l'avenir lui appartenait déjà. Marina, s'est-elle exclamée en me serrant dans ses bras comme si nous étions des sœurs perdues de vue depuis longtemps au lieu d'adversaires. Tu es magnifique. N'est-ce pas qu'elle est magnifique, David? Il a souri, un tic nerveux et superficiel. Oui, tu es très belle. Merci. Ai-je dit d'un ton égal en me rasseyant. Mon sac à main reposait contre ma chaise, l'enveloppe à l'intérieur, une arme silencieuse. Nous avons commandé du vin, le même Chianti que la dernière fois, sur la suggestion de Béatrice, ses yeux pétillants comme si l'ironie la ravissait. Je les ai laissés porter un toast. Au nouveau départ, a-t-elle dit en faisant teinter son verre contre celui de David, puis le mien. Les 20 premières minutes se sont écoulées en bavardage poli, le genre qui masque l'attention. Béatrice parlait de ses envies de femme enceinte et de prénoms de bébé. David hochait la tête, lui caressant la main comme pour ponctuer ses phrases. Ils jouaient au couple amoureux, essayant de me vendre leur histoire, à eux-mêmes, à quiconque les regardait. Puis David s'est éclairci la gorge, a posé son verre et s'est penché en avant. Alors, à propos du divorce. J'ai penché la tête, attendant. On pense que le mieux serait, a-t-il commencé prudemment, de gérer ça à l'amiable. Pas de batailles juridiques interminables. Juste diviser les choses équitablement. Rester simple. Équitablement, ai-je répété. Continue. L'appartement, a-t-il dit en évitant mon regard. On pourrait le vendre et partager l'argent. Pareil pour tes investissements. Et bien sûr, avec ton nouveau salaire, une pension alimentaire pourrait nous aider à faire la transition, jusqu'à ce que B et moi soyons installés. B et moi. Les mots ont frappé mes oreilles comme du verre brisé, mais je n'ai pas bronché. J'ai simplement tendu la main vers mon sac à main. Leurs visages se sont illuminés, expectants, avides. Ils pensaient que j'allais sortir des documents confirmant leurs fantasmes. Au lieu de cela, j'ai posé une enveloppe jaunie sur la table et je l'ai fait glisser vers eux. Qu'est-ce que c'est? A demandé David, sa voix s'amincissant. Notre contrat de mariage. Son visage a perdu toutes ses couleurs. Béatrice a cligné des yeux, confuse. Un contrat de mariage? Vous aviez un contrat de mariage? Je me suis adossé, calme. Oui. Il y a 4 ans. Tu l'as signé, David, sans même le lire, si je me souviens bien. Ce n'est pas. J'ai ouvert les papiers, les étalant comme des cartes sur la table. Séparation complète des biens. Chaque propriété, investissement ou revenu reste la propriété exclusive de la personne qui l'a acquis. Ce qui signifie que mon appartement est à moi. Mes investissements sont à moi. Mon salaire est à moi. David a arraché les pages avec des mains tremblantes, les parcourant désespérément. Ses lèvres bougeaient en silence, comme si les mots pouvaient se réarranger. Mais même avec un accord. A balbutié Béatrice, le mariage implique la communauté des biens, non? Les actifs acquis pendant. Pas quand il y a une séparation complète, les jeux coupés en tapotant la clause avec mon ongle manucuré. Tout ce qui a été acquis pendant le mariage appartient à celui qui l'a gagné ou acheté. Il n'y a pas de division. Aucune. Son visage a changé, la confusion se transformant en horreur. David a claqué les papiers sur la table. Ce n'est pas possible, ce n'est pas légal. C'est inattaquable, ai-je dit calmement. Avec témoins, déposés, enregistrés. Tu as signé chaque page. Maître Williams a tout expliqué. Tu as hoché la tête comme si tu comprenais. Il a pris sa tête entre ses mains. Je ne savais pas ce que je signais. Tu m'as piégé. J'ai souri, un sourire petit et acéré. L'ignorance n'est pas une fraude, David. La voix de Béatrice tremblait. Mais la pension alimentaire. Il a droit à une pension alimentaire. Page 5, section 3, ai-je dit doucement. Renonciation à la pension alimentaire. Les deux parties renoncent à tout droit à une pension alimentaire ou à une prestation compensatoire. Tu y as renoncé, David. Juste ici. Il l'a lu, son visage s'effondrant. Non, non, ce n'est pas correct. Tu quittes ce mariage avec exactement ce que tu y as apporté, ai-je dit. Tes vêtements, tes dettes de carte de crédit,
et cette camionnette financée à crédit. Rien de plus. Un lourd silence est tombé. La bougie entre nous a vacillé, projetant des ombres sur leurs visages anéantis. Je me suis penché en avant. Et puis, il y a la pension alimentaire pour l'enfant. La tête de Béatrice s'est relevée d'un coup. La pension alimentaire? Oui, ai-je dit, ma voix un mélange de velours et d'acier. L'obligation de David envers ton bébé. Au Texas, c'est 20% du revenu net pour un enfant. S'il gagne environ 3800 $ après impôt, cela fait 760 $ par mois. Chaque mois jusqu'à ce que votre enfant ait 18 ans. Plus les frais médicaux, la garderie, les frais de scolarité. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, ses yeux filant vers David. Il fixait la table, le visage pâle, la mâchoire serrée. Faisons le calcul, ai-je poursuivi, mon ton comme celui d'une enseignante expliquant à des élèves inattentifs. Les 5000 $ bruts de David, moins les impôts, moins la pension alimentaire, ça laisse environ 3400 $ par mois. Ajoutez vos 2000 $ irréguliers de freelance, quand vous avez des projets, et vous deux vous en sortirez à peine avec 5400 $ pour une famille de 3. Retirez le loyer, la nourriture, les couches, les factures. J'ai laissé le silence terminer le calcul pour eux. Les mains de Béatrice se tordaient sur ses genoux. On s'en sortira. Vous survivrez, ai-je corrigé. À peine. Mais la vie que vous pensiez me prendre l'appartement, les investissements, le confort n'a jamais été à vous. David m'a finalement regardé, les yeux injectés de sang. Marie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu ne peux pas nous laisser sans rien. C'est vous qui avez fait ça, ai-je dit d'un ton égal. Vous avez planifié cette trahison pendant des mois. Vous l'avez mise en scène en public, pensant que je m'effondrerais. Vous pensiez que je vous supplierais ou que je vous soudoierais pour que vous restiez. Au lieu de cela, vous allez apprendre ce qu'est la vie sans ma générosité. Des larmes ont monté aux yeux de Béatrice. Marie, je suis ta sœur. On est une famille. La famille ne séduit pas les maris, ai-je dit froidement. La famille ne s'humilie pas mutuellement pour le plaisir. J'ai remis les papiers dans l'enveloppe et je les rangés dans mon sac. Puis j'ai posé 2 billets de 50 bien nets sur la table pour ma part du vin. Je me suis levé, lissant ma robe noire, chaque mouvement délibéré. Ils sont restés assis, figés, comme enchaînés par la vérité. À la porte, je me suis retourné une dernière fois, captant leur visage creux dans la lueur dorée. Maintenant, vous allez apprendre, ai-je dit, ma voix aussi stable que la pierre, ce que c'est que de compter ses sous. Et je suis sorti, la lueur des bougies derrière moi vacillant sur les ruines de leur illusion. Le divorce a été réglé en 60 jours. Rapide, net, sans pitié. David n'a pas contesté. Elena m'a dit qu'il avait rencontré un avocat une fois, qui lui a probablement expliqué le contrat de mariage en termes crus et lui a facturé l'heure avant de le renvoyer. Quand les papiers sont revenus signés, mon stylo a à peine tremblé en traçant mon nom. Et voilà, 4 ans de mariage dissous dans l'encre et les tampons du palais de justice. David est reparti sans rien, à part sa camionnette, un tas de dettes de cartes de crédit et une ordonnance de pension alimentaire qui frappait son salaire avec la régularité d'une horloge. La vision scintillante de stabilité de Béatrice, de chambre de bébé de créateur et de soirée dans mon appartement surplombant Austin, s'est brisée presque instantanément. Ma sœur est retournée vivre chez nos parents à San Antonio, entraînant David et son ventre grossissant avec elle. Le 2 pièces en location dont elle était si fière auparavant lui semblait soudain trop petit, trop miteux, trop réel pour la vie qu'elle pensait mériter. De loin, j'ai vu les fissures s'élargir. Les commissions de David au concessionnaire ont chuté lorsque l'économie a ralenti, son revenu tombant plus près de 3500 $ par mois. 20% de cela allait directement à l'État pour la pension alimentaire. Les contrats de freelance de Béatrice étaient sporadiques, et avec un nouveau-né, ses excuses se multipliaient plus vite que ses factures. Ils se disputaient, bruyamment, souvent. Maman en parlait à voix basse au téléphone, la voix pleine d'inquiétude. Marina, tu ne comprends pas, a-t-elle plaidé un soir. Ils s'en sortent à peine. Les couches, le lait en poudre, le loyer. Ta sœur est en train de se noyer. Tu ne pourrais pas aider, juste un peu? J'ai fermé les yeux en me pinçant l'arête du nez. Maman, je t'ai prévenu. Je ne financerai pas leur choix. Ils pensaient voler une fortune, qu'ils vivent avec la réalité qu'ils ont créée. Mais le bébé. Le bébé est la responsabilité de David, ai-je lâché.
pas la mienne. Un silence lourd et déçu a rempli la ligne avant que maman ne soupire. J'aimerais juste que la famille compte plus pour toi. Elle comptait plus pour moi. Assez pour que je refuse qu'on l'utilise comme une arme. Pendant ce temps, ma propre vie s'est épanouie d'une manière que je n'avais pas osé imaginer pendant ces nuits blanches après Terzo. Ma promotion n'était pas seulement un titre, c'était la liberté. L'augmentation de salaire m'a propulsé dans un monde où les choix s'élargissaient au lieu de se rétrécir. Les bonus ont afflué à mesure que ma division dépassait les objectifs. J'ai voyagé pour le travail, puis j'ai ajouté des week-ends à Paris, Rome, Barcelone. J'ai séjourné dans des hôtels 5 étoiles, j'ai mangé des repas accompagnés de vins que je ne savais pas prononcer, j'ai arpenté des rues pavées sans autre emploi du temps que le mien. La solitude, je l'avais redoutée au début, mais ce que j'ai trouvé, c'est la paix. Le genre de paix qui s'infiltre dans vos os après des années à vous plier aux besoins des autres. Mon appartement était silencieux, oui, mais il était à moi. Je rentrais dans un lieu épargné par la trahison, un sanctuaire où chaque détail était choisi par moi, pour moi. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas tout porter seul. C'est là que j'ai commencé une thérapie. Le docteur Rebecca Chen était petite et parlait doucement, son bureau rempli de livres et d'une pâle lumière du soleil. La première fois que je me suis assise en face d'elle, les mains serrées sur mes genoux, elle a posé une question qui m'a dénoué. « Marina, à quand remonte la dernière fois que quelqu'un a pris soin de vous ?» J'ai pleuré pendant 15 minutes d'affilée. Séance après séance, j'ai appris à me défaire des années de culpabilité et d'obligation qui m'avaient enchaîné à des gens qui ne faisaient que prendre. J'ai appris que l'amour sans respect était de l'exploitation, que la famille sans limite était corrosive. Surtout, j'ai appris que me faire passer en premier n'était pas de l'égoïsme, c'était de la survie. Au moment de mon 30e anniversaire, j'étais méconnaissable par rapport à la femme qui était sortie de Terzo, vide et tremblante. J'ai organisé une fête sur le toit de mon nouveau loft au centre-ville, avec vue sur le lac Lady Bird. Il y avait du champagne, un quatuor à cordes, une liste d'invités composée d'amis et de collègues qui me célébraient sincèrement. En levant mon verre, les rires s'élevant autour de moi, j'ai réalisé que je ne survivais pas seulement, je prospérais. Et puis, bien sûr, les messages ont commencé. D'abord, un message hésitant, « Marie, c'est moi. Je sais que tu es en colère, mais tu me manques. Sophia devrait connaître sa tante. S'il te plaît, appelle. » Puis un autre, « Les dépenses sont si élevées. Pourrais-tu au moins aider pour les affaires de bébé? Le lait, les vêtements? Tu sais que je ne demanderais pas si ce n'était pas désespéré. » Puis, plus audacieux, les heures de David ont été réduites. On ne peut pas payer le loyer. S'il te plaît, Marie. Tu as tellement. Ne nous laisse pas tomber. Chaque notification de mon téléphone était un fantôme qui tirait sur de vieilles chaînes. J'ai lu chaque mot, mon cœur se serrant, mais je n'ai jamais répondu. Elle avait volé sans honte, attendu sans culpabilité. Maintenant, elle voulait de la pitié. Le 10e message a finalement mis fin à tout ça. « Si tu m'ignores, tu n'abandonnes pas seulement moi, tu abandonnes Sophia. Les liens du sang ont une signification, Marie. » C'est là que j'ai bloqué son numéro. Parce que les liens du sang ont peut-être une signification, mais la trahison en avait une plus grande. Le soir où je l'ai réduite au silence pour de bon, je me tenais sur ma terrasse avec un verre de vin, contemplant les lumières de la ville. L'air sentait la pluie, les rues scintillaient en bas. Pour la première fois depuis des années, je me sentais entièrement libre. Détaché de son envie, de sa lâcheté, du cycle sans fin de prendre et d'excuser. Je m'étais choisi, et ce choix était le seul qui m'ait jamais vraiment libéré. Le temps a le don d'adoucir les angles, mais il n'a jamais effacé le souvenir de cette nuit à Terzo. Même maintenant, des années plus tard, le bruit de verres de vin qui s'entrechoquent dans un restaurant me renvoie parfois à ce moment, le sourire suffisant de ma sœur, les mains agitées de David, leur annonce cruelle programmée pour mon triomphe. Mais au lieu de la douleur, cela déclenche une satisfaction calme et privée. Car non seulement j'avais survécu à leur trahison, mais j'avais construit quelque chose de bien plus grand à partir de ces cendres. David et Béatrice, en revanche, s'étaient installés dans une vie bien différente. Un petit terrain de mobil-homes exigu à la périphérie de San Antonio est devenu leur réalité. Maman l'a décrit une fois à voix basse, un revêtement qui s'écaille, un carré de terre en guise de jardin, le son des disputes qui se propageaient trop facilement à travers les murs fins. La carrière de David dans la concession automobile s'était étiolée. Les voitures de luxe étaient difficiles à vendre dans une économie chancelante.
Il a pris des petits boulots dans des garages plus modestes, ne gagnant jamais plus que de quoi joindre les deux bouts une fois la pension alimentaire déduite. Le freelance de Béatrice s'est essoufflé, entre s'occuper de Sophia et jongler avec les factures en retard, elle n'a jamais retrouvé l'étincelle de suffisance qui l'animait autrefois. Il se disputait souvent, a admis mon père à contre-cœur, à propos de l'argent, des responsabilités, de la façon dont tout avait si mal tourné. Parfois, dans ces moments plus tendres, papa avouait qu'il avait pitié d'eux. Maman n'a jamais cessé de me supplier, Marina, tu as tellement. Ils ont si peu. Tu pourrais sûrement donner quelque chose pour Sophia. Mais je ne l'ai jamais fait. Non pas parce que je détestais l'enfant ou Sophia était innocente mais parce que cautionner leur choix aurait signifié me trahir moi-même. Je payais occasionnellement les courses quand papa m'envoyait directement les factures, et j'ai couvert une visite chez le pédiatre une fois où Sophia était malade. Mais j'ai clairement fait savoir que je ne ferais pas transiter d'argent par Béatrice et David. Leurs difficultés étaient les leurs. Pendant ce temps, ma propre vie a prospéré d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. En 3 ans, je suis passé de directrice commerciale à directrice exécutive dans mon entreprise. Mon salaire a triplé. Mon nom est devenu connu dans le secteur, et mon opinion était recherchée dans des salles de conseil où je ne rêvais autrefois que d'entrer. J'ai acheté une maison moderne aux murs de verre surplombant le lac Lady Bird, payé comptant après avoir vendu mon premier appartement avec un bénéfice. Ma valeur nette a dépassé le $1 000 000 avant mon 32e anniversaire. Mais la richesse n'était qu'une partie de l'équation. Plus précieuse encore était la paix que je me suis aménagée. La thérapie avec le docteur Chen m'a aidé à me reconstruire de l'intérieur. Je ne confondais plus l'obligation avec l'amour, ni la générosité avec la faiblesse. J'ai appris à poser des limites, aussi tranchantes que l'acier, pour protéger mon énergie, pour n'investir que dans des personnes qui donnaient autant qu'elles recevaient. Et lentement, la solitude que je craignais autrefois s'est dissoute. J'ai construit un cercle d'amis qui célébraient mes victoires sans jalousie, qui prenaient de mes nouvelles quand je voyageais trop ou travaillais trop tard. J'ai fréquenté des hommes, avec prudence au début, puis avec plus d'ouverture. Un homme en particulier, Daniel, un architecte attentionné avec sa propre agence florissante, m'a rappelé que le partenariat ne devait pas signifier sacrifice. Avec lui, il n'y avait pas de ressentiment face à mon succès, pas de comptage silencieux de qui payait quoi. Nous nous sommes rencontrés en égaux, et nous avons grandi en égaux. Parfois, je me demandais si David et Béatrice pensaient à moi quand ils restaient éveillés la nuit, comptant les factures au lieu des bénédictions. Je les imaginais regarder les chiffres diminuer sur leur compte en banque, réalisant que la vie qu'ils avaient essayé de voler leur avait glissé entre les doigts comme de l'eau. Je les imaginais, Béatrice tenant Sophia et sentant le poids de la responsabilité qu'elle pensait autrefois pouvoir me transmettre. Le regrettait-il? Se regardait-il parfois en ne voyant pas l'amour, mais l'épave de choix construit sur la cupidité? S'il le faisait, ils ne l'ont jamais admis. Les seuls messages que je recevais étaient les mêmes supplications usées, s'il te plaît, Marie, aide pour le loyer, aide pour les courses, aide pour Sophia. Je les ai tous ignorés. Parce que ma victoire ne résidait pas dans leur souffrance. Elle résidait dans ma liberté. C'était la leçon que la trahison m'avait offerte, que la résilience est un choix, que la justice est un processus, et que la liberté est le prix pour ceux qui sont prêts à se battre pour elle. Je ne me réjouissais pas de leur misère, mais je refusais de me noyer pour les maintenir à flot. Pour mon 35e anniversaire, je me tenais sur la terrasse de ma maison, une coupe de champagne à la main, contemplant l'horizon d'Austin. La ville brillait sous moi, vivante et implacable, tout comme j'étais devenu. Des amis remplissaient la maison derrière moi, les rires s'échappant par les portes ouvertes, la musique pulsant doucement. Le bras de Daniel s'est enroulé autour de ma taille alors qu'il m'embrassait la tempe et murmurait « Tu as construit quelque chose d'extraordinaire. » Et c'était vrai. Pas seulement la maison, pas seulement la carrière ou l'argent, mais la vie. Une vie épargnée par la trahison, non courbée par l'envie, libérée des gens qui me voyaient comme une échelle plutôt que comme une sœur, une épouse, une personne. J'ai pensé à Béatrice, à David, à Sophia. Quelque part à San Antonio, ils se disputaient probablement à propos de factures en retard, de couches, d'essence. Et pendant une fraction de seconde, je me suis demandé s'ils croyaient encore que leur pari en avait valu la peine. Puis j'ai levé mon verre plus haut, les bulles montant comme un toast à moi-même. Ils pensaient que la trahison me briserait. Au lieu de cela, elle m'a libéré. Et parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre. Et avec cette dernière réflexion, le chapitre de Marina se referme, non pas dans l'amertume,
mais dans la force et la liberté. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de trahison, de justice et de résilience. Partagez vos réflexions ci-dessous, nous lisons chaque commentaire et votre perspective compte. Marina a-t-elle eu raison de couper les ponts, ou les liens familiaux devraient-ils l'emporter sur la trahison? Merci de votre écoute, et à la prochaine fois.